Merci donc pour cet exposé qui montre par la genèse en fait de cette histoire du paysagisme qui naît en fait de façon très récente dans les années 10, 20, 30. Merci aussi de montrer évidemment la puissance apparemment du modèle américain, mais aussi du modèle allemand sur la France et à l'échelle européenne. Et maintenant, donc, je vais passer la parole à Christelle Frappier, qui donc va nous parler du Loiret comme chantier pilote de la reconstruction. Il a été un peu question de la province, en particulier à travers la Bretagne ce matin, et maintenant le Loiret. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à faire cette présentation qui, contrairement à beaucoup, je crois, est une présentation d'un travail en cours qui a été amorcé il y a tout juste 2 ans, donc c'est vraiment tout frais. À partir d'un travail de terrain qui m'a été possible de faire, notamment dans le cadre d'un contrat d'1 an et demi, dans le cadre du service patrimoine et inventaire de la région Centre-Val de Loire, qui me permet aujourd'hui aussi de poser un certain nombre de questions et d'interrogations qui m'intéressaient auparavant. Alors je voulais notamment vous parler d'une interrogation que j'ai eue dès le départ en voyant justement sur certains plans, par exemple, qu'il était question... Alors moi, mon terrain de jeu, c'était Sully-sur-Loire. Donc Sully-sur-Loire se situe entre Orléans et Gien. On est sur une petite ville d'à peine 5000 habitants au moment de la guerre. Et avec beaucoup d'archives, donc ça c'est la grande chance que j'ai. Alors chance ou malchance, je ne sais pas, parce que je croule sous les archives. Mais effectivement, sur certains dessins, il s'est avéré qu'on avait notamment la mention de chantier d'expérience, ce qui me paraissait assez surprenant, puisqu'effectivement on était sur des îlots qui avaient été autorisés à partir de 1945, construits à partir de 1946-1947, et en même temps qui ne donnaient pas l'image, notamment sur le plan, qu'on puisse être sur une expérimentation comme à Orléans, et encore moins en regardant les photos qui avaient été faites par le ministère, puisque comme c'est un chantier d'expérience, c'est un chantier qui est suivi par les photographes du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Et pour le coup, effectivement, c'était à 100 000 lieues de ce que j'imaginais d'un chantier d'expérience. J'avais en tête le chantier d'expérience d'Orléans, qui est bien plus connu, qui, lui, essayait de mettre en place notamment les questions d'expérimentation technique, notamment à partir de la précontrainte de Freycinet, par exemple, qui mettait en place... Alors, c'est pas nouveau, hein, ça date de 1928 pour le brevet, mais il n'empêche que c'était l'une des premières fois que l'on le mettait en place dans de l'habitation et dans du logement. Donc, pour le coup, si on revient en arrière, effectivement, les photos qui avaient été faites sur le suivi de chantier en 1947 à Sully montraient plutôt des techniques plutôt traditionnelles dans la manière de mettre en œuvre les choses. Donc j'ai été mise sur la voie par cet élément que vous voyez ici, qui est en fait une tuile, une brique marquée Tuileries de Sauvé, marquée Cossonay du nom de l'entreprise locale, et qui se trouve en fait sous ce porche ici, au sein de l'îlot 13. Donc l'îlot 13, c'est en fait le premier îlot qui a été reconstruit à Sully, donc à partir de l'autorisation de Dautry en 1945. Et en fait, quand j'ai posé la question de la Tuilerie de Sauvé, personne ne savait me répondre, y compris les historiens locaux, très actifs localement, qui collectent un certain nombre d'informations, de photographies anciennes avant et après reconstruction, mais qui n'avaient pas du tout la mémoire de cette tuilerie. Et en fait, cette tuilerie, elle se trouve à une quinzaine de kilomètres de Sully-sur-Loire, à Bouzy-la-Forêt, donc un petit peu plus excentré. Et j'ai pu retrouver par les propriétaires actuels en fait une photographie, un montage ancien de cette tuilerie-briqueterie en pleine production quasiment, puisque c'est une production qui a duré relativement longtemps. Il n'empêche qu'aujourd'hui, voilà ce qu'il reste en fait de cette tuilerie. Nous y sommes allés l'année dernière avec ma collègue photographe. Il ne reste plus rien si ce n'est la base des fours que vous voyez ici, sachant que c'est quasiment le même point de vue que celui-ci.
Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Effectivement, à part les propriétaires actuels, personne ne sait que cette briqueterie existe. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que justement la question des matériaux, il me semble, se pose sur cette période-là. Et il s'avère que Elke Mittmann, en préparant une exposition qui a eu lieu donc l'année dernière à Sully-sur-Loire, a retrouvé donc ce document qui nous montre justement le cheminement des matériaux et la provenance des matériaux pour la reconstruction d'Orléans. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc vous voyez en fait un certain nombre de sites plus ou moins connus, à partir duquel en fait on va approvisionner Orléans pour pouvoir reconstruire la ville. Mais ce que j'ai découvert assez récemment, donc ça c'est l'avantage d'avoir un travail en cours, c'est qu'on fait toujours des petites découvertes amusantes, c'est que en réalité ça ne sert pas simplement à l'approvisionnement d'Orléans, ça va servir en fait à l'approvisionnement de l'ensemble des villes du département, puisque le préfet Morane, qui est nommé en fait tout de suite après la capitulation, en fait, va être très actif sur le Loiret, en vue, comme le disait Daniel Lequedic l'année dernière, de pouvoir avoir un accès à un poste ministériel pour pouvoir chapeauter en fait l'ensemble de la reconstruction. Donc d'où cette espèce d'activisme sur place pour pouvoir faire les choses. Et donc lui, il a l'idée de faire une entente départementale pour justement organiser finalement l'approvisionnement et le cheminement des matériaux sur les différentes villes reconstruites dans le Loiret. Alors, il propose, donc cette entente départementale va est pensée dès, je cherche la date, dès avril 1941, donc très tôt, puisqu'en fait les bombardements ont lieu en gros entre le 15 et 18 juin 1940. Le préfet Morane arrive le 22 juin 1940 à Orléans. En gros, on se base en fait sur la loi Cornudet qui stipule dans l'article 2 qu'il faut répondre sous 3 mois un projet pour pouvoir en fait prétendre être sinistré et pouvoir avoir des financements. Donc, ce qui fait que la plupart des urbanistes vont produire très rapidement, c'est-à-dire avant fin octobre 1940, les premiers plans avec les projets de reconstruction, donc c'est extrêmement rapide. Et dès avril 1941, on essaye déjà de penser l'organisation future de l'approvisionnement des matériaux, puisqu'on a bien conscience que de toute façon, c'est pas tout à fait possible. Donc l'arrêté préfectoral date du 19 janvier 1942. Et l'idée sous-jacente derrière tout ça, c'est bien évidemment de reconstruire les villes sinistrées, mais aussi de pouvoir, en gros, améliorer l'habitat rural, mais aussi aménager la Sologne. Alors, je vous montre ici, parce que c'est une anecdote amusante, mais vous avez ici les anciennes briques cossonnées, enfin ce qu'il en reste sur le site. Mais vous avez ici, par exemple, les drains qui sont produits par la même entreprise, justement en vue d'assainir les terres agricoles locales. Donc, tout ceci se recoupe. Et je vous montre ici notamment une réponse en fait qui est faite par Mufang à Morane, et qui lui dit qu'en fait, en gros, votre intention cadre entièrement avec la politique de matériaux que compte suivre le commissariat à la reconstruction immobilière. Donc il colle parfaitement, ou il anticipe presque sur une demande qui est celle d'une organisation finalement pour pouvoir en quelque sorte anticiper par le stockage, par la production en amont et par le stockage des matériaux. L'idée, c'est véritablement d'anticiper et d'être prêt au moment où on aurait les moyens de le faire et les moyens de reconstruire. Et manifestement, ça colle avec l'idée que se fait le commissariat à la reconstruction immobilière. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je vous montre cette image. Ici, on est sur Châteauneuf-sur-Loire. Châteauneuf, malgré les apparences,
elle aussi, va bénéficier en fait de cette entente départementale. Je vous le montre ici, par exemple, sur le chantier. On est en fait sur l'îlot A, donc un îlot qui rassemble en gros 10 immeubles, qui se trouve face à l'église de la ville, donc l'ensemble a été détruit, tout a été remembré, et vous voyez notamment sur cette photographie de chantier qu'on a des matériaux, notamment des pierres, qui proviennent d'un certain nombre de petites carrières alentour, notamment de Soupe et de Chauvigny, et qui viennent en fait alimenter ce chantier. Alors, l'idée, c'est de dire aussi, finalement, on va relancer les petites entreprises qui étaient tombées en désuétude avec la modernisation des entreprises en fait dans l'entre-deux-guerres. On avait vu justement une concentration des différentes entreprises avec une modernisation des différents moyens, des machines, des moyens, des ressources. Là, il s'avère qu'avec la guerre, ces usines modernisées n'ont plus de charbon, n'ont plus d'huile pour faire fonctionner les machines, et qu'en fait, cette industrialisation n'est pas possible, donc on va remettre en route un appareil de production plus ancien pour pouvoir finalement donc préparer ces chantiers et aussi anticiper sur le futur chômage qui sera inévitable avec le retour à la normale. Donc c'est ce que vous avez en fait sur cette tuilerie de Sauvé, qui est en fait un des exemples de ces différents sites de production sur la région. Ce qui est intéressant, enfin moi ce qui m'intéressait par rapport à Sully, c'est que c'est l'entrepreneur local, donc Cossonay, dont vous avez vu le nom sur la brique tout à l'heure, qui est en fait un entrepreneur qui reprend l'entreprise paternelle, qui fonctionne en fait depuis déjà le début du XXe siècle et qui va s'installer avec son père dans les années 20-30. Vous avez ici une ancienne photo d'exposition en 1931. Et en fait, cette entreprise locale va donc remonter avec l'aval de Morane, la briqueterie-tuilerie de Sauvé, et avoir finalement sous son giron un ensemble d'autres entreprises locales qui vont venir travailler avec lui. En 1948, il est à la tête, lui, d'une entreprise qui a quand même 100 ouvriers, ce qui n'est pas rien, et en même temps, ce que j'avais réussi à comprendre, entre guillemets, c'est que finalement l'expérience qui me paraissait étonnante au départ, elle porte justement sur cette concentration de l'entreprise pour pouvoir contrecarrer des entreprises, notamment parisiennes, bien plus importantes en hommes et en moyens, et qui venaient en fait prendre tous les chantiers qui étaient à disposition. Je vous en reparlerai un petit peu après. Ce que je voulais vous montrer par rapport à Cossonay, c'est qu'il va être donc à la tête des différents chantiers de reconstruction de Sully. Vous avez ici quelques images de ce qui se fait entre 1947 et en gros 1960 à Sully. Et effectivement, il y a énormément de briques à Sully, ce qui fait que les gens sont persuadés qu'on a reconstruit, on va dire, à l'identique, sauf que le Sully avant la guerre, ça n'avait rien à voir avec la brique. Même si on était en Sologne, et effectivement, on était quand même plutôt sur beaucoup de pans de bois 14e, 15e, qui fait que la ville avait brûlé pendant une semaine et que, bien évidemment, il ne reste rien de ce patrimoine. Une ville aussi qui était très enduite. Et finalement, je vous montre par exemple ici un exemple particulièrement emblématique de la reconstruction de Sully, qui est l'hôtel du Pont de Sologne. Tel qu'il est à l'heure actuelle, donc c'est un hôtel qui a été bombardé 2 fois, en 1940 et en 1944, qui a été l'un des premiers à être reconstruit, mais sauf qu'au départ, l'hôtel du Pont de Sologne, c'était ça. Et vous voyez que, bien évidemment, on ne peut pas parler de reconstruction à l'identique, ni en termes de volume, d'espace, d'esthétique. Il n'y a rien qui correspond, si ce n'est l'emplacement. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, parce que j'ai envie de dire qu'on est presque sur une sorte de régionalisme reconstitué. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour le coup, il ne me semble pas que ce motif-là, par exemple, ça a vraiment quelque chose à voir avec la Sologne. On est plus avec un régionalisme du Nord qu'avec un régionalisme local. Donc je vous montre ici, justement, alors la question de l'entreprise pilote pour Cossonay. J'avais retrouvé aussi
un courrier de Bazin qui explique justement le problème. En fait, en gros, la Cour des comptes les épingle en disant vous avez mis en place un système qui est donc celui d'une entreprise pilote, sauf que vous avez un volume de reconstruction qui est 2 fois moins important qu'Agien. Vous avez le même gabarit, les mêmes hauteurs, etc., et vous coûtez 2 fois plus cher qu'Agien. Et en fait, ce qu'explique Bazin dans son courrier, c'est que c'est lui qui a eu l'idée, a priori, de faire qu'il y ait un regroupement des différentes entreprises pour justement contrecarrer les entreprises parisiennes, pour justement passer des marchés plutôt de gré à gré, plutôt que d'avoir des adjudications sur lesquelles il n'aurait pas pu avoir ces différents marchés. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, cette expérience, ce chantier d'expérience, il porte finalement sur l'organisation des chantiers, qui est quelque chose qui ne se voit pas, a priori, que je ne peux pas véritablement vous montrer, mais qui a une importance extrêmement importante, notamment pour la suite, puisque finalement, dans les années 50 et avec les grands ensembles, on ne fonctionnera plus qu'avec des entreprises pilotes qui coordonnent un certain nombre d'autres entreprises. Alors, je voulais finir ma présentation par une ouverture. Je vous l'ai dit, c'est un travail en cours. Il se trouve que va se poser aussi la question, à mon avis, sur Gien. Alors, je n'ai pas tout à fait les éléments qui me permettent de l'affirmer, mais pour la petite histoire, on a emmené des étudiants une semaine en stage sur Gien au mois de novembre, donc autant vous dire qu'ils étaient très surpris par la démarche, ils ne savaient même pas où était Gien, et en fait, on leur a fait analyser des édifices de l'îlot expérimental numéro 14, donc le premier îlot reconstruit, avec des recherches complémentaires en archives municipales. Et il s'avère que ce que l'on savait notamment de Gien, c'est qu'effectivement, il y avait une volonté quand même dès le premier projet, en fait, d'être sur quelque chose qui garderait finalement le pittoresque de la ville, l'esthétique de la ville. En fait, il y a quatre points importants dans cette volonté. C'est de faire qu'on classe le site du château comme un site monument historique. On propose également de faire un chemin touristique, ce que l'on retrouve aujourd'hui, notamment sur place, avec la volonté aussi de l'accompagner par un musée archéologique de plein air, donc qui est désiré en fait dès 1900, que je ne dise pas de bêtises, 42 ou 43. Je crois que c'est 1942, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. En fait, ceci est véritablement décidé dès le départ, comme on va organiser, mais ça on le savait, la question des servitudes de hauteur pour pouvoir justement avoir une vision progressive jusque sur le château qui se trouve ici. Donc on avait la possibilité d'avoir une progression comme ça. Alors moi, l'hypothèse que j'émettais, notamment à partir de la découverte d'un document trouvé par une étudiante qui dit, donc c'est une délibération de conseil municipal, il n'y a pas l'ombre d'un doute, Gien de toutes les villes de France sinistrées est certainement la première qui a vu se reconstruire un îlot de type artistique, bien différent des îlots déjà reconstruits en préfabriqué ou en type caserne. On a émis l'hypothèse que, effectivement, l'expérience, elle pourrait porter sur la question de l'esthétique, avec éventuellement peut-être l'idée d'un patchwork sur la question à la fois matérielle, mais en même temps esthétique sur les différentes façades, avec une progression comme ça sur le dessin des façades vers le château. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore toutes les clés de réponse, mais on espère... Enfin, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir à la fois 3 types d'expérimentations complètement différentes entre Orléans, Sully et Gien, sur des choses qui soient finalement... qui pourraient être, je pense, dans l'esprit de Morane, quelque chose qui pourrait donner des bases pour la reconstruction future du reste de la France. Voilà, merci.